Que se négocie l'accord mondial qui va permettre de sauver le climat. Ah oui, il semble qu'il faut sauver le climat et qu'on peut le faire. Et donc pour en discuter, je vous invite à suivre cette émission spéciale Terre à Terre qui va alterner entre un débat qui s'est tenu à Lomé, mais aussi avec nos invités ici au Bourget. Nous sommes précisément à l'espace Génération Climat. Dans l'émission Terre à Terre, spéciale émission COP21, j'ai avec moi deux personnalités, mais deux jeunes, parce que justement, vous savez, Terre à Terre, c'est élémentaire, c'est tout ce qui intéresse. Avec moi, mademoiselle Nelly Alenfa, elle est camerounaise, elle travaille pour une ONG qui s'appelle Jeunes Volontaires pour l'Environnement, là-bas au Cameroun. Et puis, monsieur Podo Fofo Koda, donc, qui est du CACIT, qui est le regroupement des associations contre l'impunité au Togo. Mademoiselle Nelly, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Fofo, merci et bonsoir. À présent, je vous propose de suivre cet enregistrement, cette émission Terre à Terre, spéciale émission qu'on a réalisée au CCF, au Centre culturel français, ou à l'Institut français à Lomé, précisément sur les questions de changement climatique. Après, on revient à Paris. 13 novembre 2015 restera dans les annales comme pas une date où l'avancée, où l'humanité a connu une avancée sur le plan de l'environnement. Eh bien non, parce qu'en ce jour-là, la barbarie humaine a frappé une ville que qualifie Ernest Hemingway de la fête. Paris est une fête. Ici, nous sommes dans le centre, dans l'Institut français, joli cadre dernièrement rénové et que vous allez d'ailleurs apprécier tout à l'heure dans cette émission, pour parler des actions citoyennes. Que font les citoyens un peu avant Paris, mais aussi quelle attente place-t-il dans cette grande conférence, cette messe climatique? Eh bien, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui dans cette émission Terre à Terre numéro 4. Et donc pour parler des citoyens, des acteurs de tous bords qui sont là, qui sont avec moi, qui vont se présenter et vous allez découvrir comment effectivement, s'il y a solution au changement climatique, eh bien, elle viendra bien entendu des citoyens. Avec moi, monsieur Roger nous vient d'Apao, ça fait 600 km d'ici. Ah ouais. C'est ça? Ah bien sûr. 600 km, ça fait bien chaud chez vous là quand même. Hein? Ah ouais. Actuellement, nous avons l'harmattan qui se pointe à l'horizon. Mais en tout cas, en février, on connaît des chaleurs intenses, vraiment intenses, mais on s'adapte. C'est ça, le mot est sorti. Oui. Donc vous travaillez pour l'ONG Rafia? Oui, je suis de l'ONG Rafia. Mon nom c'est Makenu Tchekeo. Je suis agronome de formation et nous intervenons dans le développement local, l'appui donc aux communautés, surtout l'adaptation puisque aujourd'hui, comme vous le savez bien, nous faisons vraiment face donc, au changement climatique et il faut appuyer les communautés donc, dans ce sens-là. D'apparence, c'est sûr, parce que vous êtes déjà climatique là. Ah ouais, d'apparence, vraiment, vous le connaissez très bien, c'est le nord Togo. D'abord, naturellement, la zone ou bien la région est confrontée déjà au climat. À la sévérité du climat. Tout à fait. Mais avec le changement climatique, c'est encore plus dur. C'est normal, une zone soudano-sahélienne, ouais. Ça ne doit pas surprendre. Madame Agathe, vous venez de Dapan aussi? Oui. Vous êtes togolaise, née à Dapan, c'est ça? Non, je suis installée à Dapan. Installée à Dapan, carrément? Oui. D'accord, vous travaillez pour? Je travaille pour Agronomes et Vétérinaires sans frontières. Et donc je suis aussi agronome de formation spécialisée en agroécologie et je travaille sur le même projet en agroécologie que mon collègue qui s'appelle Durabilité et résilience de l'agriculture familiale dans la région des savanes. Familiale? Pas industrielle? Non, l'agriculture familiale, je pense que vous connaissez bien. Non, aucune idée. C'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. L'agriculture est vraiment familiale à Dapan. Vraiment familiale à Dapan? Papa, maman, enfant égale champ. Oui, c'est ça, oui. Vous comprenez peut-être très bien mieux que ça, hein, mon grand frère, vous qui êtes aussi dans l'apiculture familiale. Justement, familiale, un peu de tout. Mais permettez que je me présente. Oui. Je suis comme Senyo Adjohono. Je suis le coordinateur de AEH, qui en fait est une coopérative agricole
dénommé Apiculture, Environnement, Humanité, qui en fait regroupe 38 associations villageoises qui sont en fait des bases, des personnes à la base, membres de notre coopérative qui développe l'apiculture. Apiculture, environnement, humanité. Oui. De toute façon, on est là pour la COP 21. L'humanité va se retrouver à Paris. On verra ce qu'elle décidera. Justement, dans ce sens, nous faisons des efforts auprès des communautés à la base pour les amener à lutter contre ce changement climatique. Vous avez l'occasion d'en parler. Merci beaucoup. Monsieur Gomado, vous êtes un élément important de poids dans cette émission parce que vous représentez justement une entreprise privée qui fait beaucoup d'efforts aussi pour un temps ça peut contenir ses émissions. Vous travaillez pour Heidelberg Cement. Et effectivement, je suis Gomado Kwame Blinkpo, je suis le chargé de la responsabilité sociétale au niveau de la fondation Heidelberg Cement au Togo. Le groupe Heidelberg Cement au Togo a 3 sociétés au Togo, mais mes interventions seront liées spécialement à Scan Togo, qui est une société basée à Sikakondi, au niveau de Tablebo, et qui produit journalièrement 5000 tonnes de clinker. Et donc, on ne va pas parler de Lomé, mais on va parler de Tablebo. C'est ça, de Tablebo, puisque nos actions au niveau de la protection de l'environnement sont liées à l'exploitation de la carrière de calcaire. C'est bien. On apprécie que des entreprises togolaises, des entreprises privées s'investissent aussi dans le combat. Monsieur Togbonou Kofi, vous travaillez pour le cabinet JAD Consulting, justement qui accompagne ces acteurs privés à pouvoir s'investir aussi dans la prise en compte de leurs responsabilités sociétales. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Togbonou Kofi Sémignon du bureau d'études de JAD Consulting. Effectivement, notre cabinet accompagne plusieurs promoteurs, sinon plusieurs entreprises, sur le plan de l'environnement, santé, sécurité au travail, responsabilité sociétale en général. Et je suis présent sur ce plateau justement pour le projet pour la société Scan Togo que nous accompagnons depuis la genèse du projet même, avant le premier coup de pioche, jusqu'à ce que l'entreprise, l'usine ne fonctionne aujourd'hui. Tout à fait. Juste pour situer le débat dans son contexte là, quel lien faites-vous entre cette prise en compte de la RSE, la responsabilité sociale et environnementale de Heidelberg Cement, avec ce débat autour de la COP21, avec tout le débat autour du changement climatique? Ah oui, absolument, parce que dans les changements climatiques ou le réchauffement climatique, vous savez que les usines ont eu une part importante dans les émissions de gaz à effet de serre qui entraînent par ricochet par les phénomènes qu'on connaît, le réchauffement. Donc si déjà les entreprises peuvent maîtriser leurs émissions, si elles peuvent changer les énergies qu'elles utilisent, surtout les énergies fossiles, je crois qu'on pourra gagner un peu dans ce combat. Vous savez que dans le domaine de l'environnement, on parle de pensée globale dans l'agir local. Et donc, quelle que soit la quantité qui est réduite dans les émissions de gaz à effet de serre, ça va avoir une incidence certaine sur le réchauffement climatique. Donc bientôt Scan Togo alimenté par l'énergie solaire? Pas forcément, c'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de mesures qui ont été prises dès le début de l'implantation de cette usine-là, qui font aujourd'hui que cette société maîtrise plus ou moins bien les énergies et donc limite aussi ses rejets atmosphériques. Je crois qu'on aura l'occasion de revenir sur ces détails au cours de cette émission. Tout à fait, merci. La 21e conférence des partis qui sont signataires ou partis à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique se tient donc à Paris et c'est du 30 novembre 2015 au 11 décembre 2015. Ce sera au Bourget, je connais, j'ai vécu là-bas. Vous connaissez aussi M. Agbonou? Non? Vous ne connaissez pas? Voilà, je connais le Bourget, c'est là-bas nous allons nous retrouver. On attend des milliers de personnes, même si l'humanité négative a tenté d'empêcher cela, eh bien on sera à Paris. Mais pourquoi allons-nous à Paris? Quels sont les pouvoirs en face? Quelle dynamique va pouvoir se dérouler là-bas? Et quelles sont les forces en présence? Suivez cet élément reporter et nous revenons dans l'émission Terre à Terre.
Mais en fait, c'est quoi la COP21 ? La COP21, ou Conference of the Parties, est une conférence internationale sur le climat qui a lieu chaque année. Elle réunit des représentants de 100, dont les États-Unis, la Chine et la Russie, plus quelques 40 000 observateurs, délégués et journalistes. Cette année, c'est la 21e édition. La première a eu lieu en 1995 à Kyoto, au Japon, et l'an prochain, elle aura lieu au Maroc. Du 30 au 11 décembre, les discussions tourneront autour du réchauffement climatique. Et l'objectif sera de trouver un accord de 20 pages maximum pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Les pays doivent aussi veiller à faire respecter le protocole de Kyoto, un accord international qui prévoit de contenir les émissions de gaz à effet de serre, en sachant que le dernier accord date de 1997. Au programme, des tables de négociation, des colloques, des débats et des forums d'associations. C'est le site du Bourget qui accueillera les 18 hectares de la COP21, un énorme complexe de salles de conférences, banques, transports au nord de la capitale. Pour ce chantier, la France a déboursé 187 millions d'euros. L'an dernier à Lima, au Pérou, les parties s'en étaient allées avec certes des constatations graves sur le réchauffement climatique, mais sans projet concret, et surtout un flou persistant sur les financements possibles. Bonjour, on est ici au cœur de la zone bleue où se déroulent les négociations pour arriver à un accord ambitieux à Paris dans 10 jours. Comment s'organisent ces négociations ? En 2 étapes. La première semaine sont les négociateurs professionnels qui sont à la manœuvre. Leur mission, un texte de 50 pages, plus de 50 options, 1200 parties entre crochets. Ils doivent le raccourcir, l'épurer pour le remettre ensuite aux ministres, aux chefs d'État qui travailleront dessus la 2e semaine. Ils ont donc jusqu'à vendredi pour raccourcir ce texte. Comment font-ils ? Il y a un groupe plénier qui se réunit en permanence, qui travaille sur ce texte et dès qu'il rencontre un point bloquant, il le confie à ce qu'on appelle un spin-off, un petit groupe réduit 30-40 personnes qui ont pour mission de travailler sur ce seul point et de le régler. Leurs travaux sont ensuite remis au groupe plénier qui poursuit son avancée. Et donc vendredi, samedi au plus tard, ne comptera plus que 5 ou 10 options qui sera remis aux chefs d'État et aux ministres pour qu'ils puissent ensuite, eux, faire les choix politiques sur ces principales options qui permettront d'aboutir à un accord ambitieux à Paris. Et voilà, j'espère que vous avez pu apprécier cet élément du professeur Lefeuille, donc, qui depuis des années explique un peu en langage terre à terre, même si quelques images vous ont sans doute choqué, eh bien acceptez que c'est l'humanité qui s'exprime sur le changement climatique. Nous sommes dans l'enceinte de l'Institut français de Lomé, cadre formidable que je vous invite tous à venir voir dans la semaine ou le mois du changement climatique. Monsieur Roger, vous venez de RAFIA, vous avez suivi aussi cette émission, et il a mis l'accent sur l'importance des actions des citoyens. Alors RAFIA à Dapan met ses actions depuis longtemps et depuis quelques temps, vous êtes spécialisé, vous commencez à mener des actions dans le cadre d'appuyer les petits paysans, ces paysans qui nourrissent le monde, à changer leur forme d'agriculture. Expliquez-nous comment ça se passe concrètement. Ouais, comme vous venez de le dire, RAFIA intervient depuis plus d'une vingtaine d'années dans la région des Savanes et nous appuyons les petits producteurs, l'agriculture familiale dans son ensemble. Et comme vous le savez, depuis un certain temps, nous sommes confrontés à ce problème de changement climatique et nous intervenons beaucoup dans l'agriculture familiale en donc diffusant certaines pratiques agricoles qui donc permet donc à ces producteurs de s'adapter donc au changement climatique. Et comme pratique agricole que nous diffusons et que je peux citer, l'agroforesterie par exemple, que nous diffusons donc au niveau donc des pratiques de l'agriculture familiale. Nous diffusons l'agroforesterie qui est une pratique vraiment d'avenir parce que pour nous le stockage de carbone, la réduction des gaz à effet de serre ne peut donc se faire sans par exemple l'agroforesterie, puisque l'agroforesterie permet de stocker vraiment le carbone qui est contenu donc dans l'environnement. Nous appuyons également les producteurs dans certains aménagements de conservation de l'eau et des sols, que sont les cordons pierreux par exemple. Et donc ces aménagements permettent en fait de réduire le ruissellement de l'eau et de conserver un tant soit peu donc l'eau pour les producteurs.
Nous intervenons également dans les aménagements hydro-agricoles, puisque dans la région des savanes, vous savez aujourd'hui, la production, donc en saison des pluies, ne couvre plus les besoins alimentaires des producteurs à cause du changement climatique. Donc du coup, nous les accompagnons donc, dans la production maraîchère pour augmenter le revenu donc, de ces producteurs. Je pense que je vais d'abord... Non, c'est déjà intéressant, mais ce qui m'intéresse moi, c'est un peu le rôle des ONG et la perspective ou la perception des populations. Les populations n'ont pas besoin de vous, elles s'adaptent depuis longtemps. Sans Rafia, de toutes les façons, elles ne mourront pas en masse. Ah ouais, bien sûr que la population sans Rafia ou bien sans les ONG ne vont pas mourir, essaient de s'adapter. Mais nous avons également notre part de responsabilité pour accompagner ces populations-là vers donc, la transition agroécologique surtout et vers l'adaptation donc, de ces producteurs-là. Oui, Madame Agathe, justement, quel rôle pensez-vous que cette action de vous, de vétérinaire, agronome, vétérinaire sans frontières et Rafia, quel rôle pensez-vous que ça joue vraiment dans l'accompagnement des populations à s'adapter, puisque de toute façon, elles s'adaptaient depuis longtemps et elles s'adapteront toujours sans vous? Bon, il y a deux choses. La première chose, c'est que les sols dans la région des savanes sont très dégradés. Et donc l'accompagnement qu'on peut faire, c'est d'appuyer les producteurs pour qu'ils, dans la diffusion des pratiques agricoles durables qui permettent de s'adapter à cette perte de fertilité des sols, puisque comme les sols perdent en fertilité mais que la population continue d'augmenter, à un moment il y aura un problème pour nourrir toute cette population. Donc le rôle des ONG, c'est de diffuser les connaissances, de diffuser les savoir-faire pour que les pratiques agricoles continuent d'être durables et puissent permettre de nourrir la population pendant longtemps. Et la deuxième La deuxième chose, c'est la résilience de ces exploitations agricoles. C'est-à-dire que quand il y a un aléa climatique, certes, les populations continuent d'exister, mais il faut qu'elles puissent rebondir. Il faut que l'agriculture, il faut par exemple que les ONG, on les appuie à diversifier l'agriculture. Donc c'est pour ça qu'on appuie le maraîchage, qu'on appuie l'aviculture, qu'on appuie aussi l'élevage de petits ruminants pour que les exploitations aient différentes sources de revenus. Et en cas d'aléas climatiques qui sont amenés à se produire de plus en plus fréquemment avec le réchauffement climatique, si les cultures se passent mal une année, on peut rebondir avec une autre activité. Mais quand il s'agit de faire face au changement climatique, je ne pense pas que c'est à vous de le faire. C'est le rôle de l'État. Est-ce que quelque part, vous n'empiétez pas sur la souveraineté des États? Bon, je pense que l'État intervient aussi. Il y a plusieurs programmes qui sont menés. Et ensuite, c'est aussi, peut-être mon collègue, c'est l'humanité aussi. On peut s'entraider entre paysans, que ce soit du nord, du sud. On peut s'entraider. L'innovation, elle viendra toujours des paysans et elle peut être diffusée par n'importe qui, que ce soit l'État ou que ce soit les ONG. Oui, justement, nous parlons de l'adaptation en base communautaire. Là, on a parlé des paysans, mais vous travaillez sur l'apiculture, donc les abeilles, les écosystèmes. Oui. Ils s'adaptent sans vous. Les abeilles apprennent à vivre avec un climat changeant, les poissons apprennent à vivre avec une eau beaucoup plus toxique, les animaux apprennent à vivre dans un milieu beaucoup plus déforesté. Est-ce que l'humanité, avec ses interventions, comme celles que toutes les ONG mènent, ne provoque pas plutôt une maladaptation de l'écosystème? Un chercheur disait, si l'abeille venait à disparaître, l'humanité n'aura que 4 ans à vivre sur Terre. Non, c'est déjà beaucoup. 4 ans, on pourra faire notre dernier mot. Beaucoup peut-être pour toi, mais pour quelqu'un d'autre qui a un projet à long terme, il se dira vraiment qu'est-ce que cela va devenir. Et AOIH, Apiculture, Environnement, Humanité, qui a fait une coopérative agricole, intervient auprès des communautés à la base, qui généralement sont des agriculteurs qu'on a essayé de sensibiliser à travers des rencontres communautaires sur la base des contacts pris avec les CVD, les communautés, les chefs, pour les amener à comprendre ce que l'environnement est pour leur vie de chaque jour. Cela suppose, dans notre pratique habituelle, on les amène à savoir qu'avec l'environnement, ils peuvent augmenter leurs revenus habituels, leur source de revenus habituels
en ajoutant une autre activité qui est l'apiculture. C'est ainsi que nous les amenons petit à petit à savoir que sans l'environnement sain, sans l'environnement où vraiment tout est nickel, l'apiculture ne peut pas marcher. Et si jamais ils développaient cette apiculture, ils peuvent aussi gagner des revenus rentables et puis rentabiliser. Non, exploiter davantage les écosystèmes, l'environnement pour nourrir les hommes. Pour nourrir les hommes. Et c'est là où vraiment l'humanité tire profit. Voilà pourquoi nous disons apiculture, environnement, humanité. Parce que sans l'environnement, l'apiculture ne peut pas. Mais votre apiculture, oui. Quelle différence y a-t-il entre celle-là et celle que pratique le président de Borgou, qui lui, depuis des générations, pratiquait aussi l'apiculture? En fait, c'est juste une amélioration qu'on a apportée à ce que nous leur disons, nous leur faisons. En fait, c'est une apiculture modernisée. Et sur la base des techniques que nous leur enseignons, que nous leur donnons à travers des séances de formation, ils arrivent à connaître le langage de vie des abeilles et puis arrivent à agir sur elles et puis à partir de là, elles tirent profit. Justement, les gens de Korbangou et autres, ils tirent du miel, mais en abattant les arbres. Du coup, en agissant ainsi, ils détruisent la forêt sans le savoir. C'est un peu à travers nos sensibilisations qu'on les a menés à comprendre qu'en faisant ça, ils finissent par détruire la forêt et un jour arrivera, ils n'en trouveront plus. Aujourd'hui, le miel est vraiment cher sur le marché parce que quoi, ce n'est plus abondant par le passé. Donc voilà un effet que nous donnons à travers nos actions auprès des communautés. De toute façon, ma question est restée et je sais que M. Kogbonou se prépare à ça. Mais nous parlons d'agroécologie, oui, d'agriculture intelligente, durable, etc. Oui. Mais nous sommes 6 millions de voisins ici. On sera 10 milliards en 2050 ici, là au Togo. Oui. J'ai avec moi un monsieur qui fait la promotion de l'agroécologie aussi. Il semble que très récemment, il y a eu une mise en synergie des acteurs de l'agroécologie. Mais une seule question que je vais poser à notre ami Bamileke, hein? Où il est Bantou. Voilà, vous allez vous présenter, vous répondez à ma question. Oui. L'agroécologie permettra-t-elle de nourrir tous les Togolais? Alors d'abord, je veux dire que je m'appelle Joe. Je suis le représentant pour le RENAT, une organisation qui vient d'être constituée par 30 ONG et associations qui sont mises ensemble pour faire un paquet ici au Togo. Et alors, oui, je dis que l'agroécologie peut aider à nourrir tout le monde. Peut aider, pas seulement aider, mais aussi nourrir. Parce que la façon qu'on fait l'agroécologie, on respecte la nature. Et dans le même temps, on fait pousser des légumes et des fruits et d'autres choses dans une façon naturelle qu'on peut continuer à le faire. On n'est pas en train de détruire la nature avec le saloperie d'engrais et de pesticides qu'on a présenté ici au Togo depuis quelques années. Et on voulait bien se débarrasser de ça pour qu'on ne tue pas notre terre. Et c'est une des raisons pour lesquelles on s'est mis ensemble pour combattre le Monsanto et toutes ces autres compagnies qui essayent à faire de profit sur le pauvre fermier qui vit ici au Togo en disant avec nous vous pouvez produire beaucoup plus, mais c'est pas la vérité. Il va le pauvrir et il va bouffer leur champ et il va bouffer leur sang. Merci. C'est très gentil, merci beaucoup. On peut quand même l'applaudir parce que c'est un message en dessous qui va bien sonner dans certains milieux au Togo. Monsieur de Albert Deberg Cement, les citoyens disent que ces entreprises font plus de mal que de bien, et à l'économie et à l'homme. Quelle est votre réponse? Je dirais que quand on parle de Scan Togo, Mine SA, on parlera de la production de clinker. Oui. Et quand on parle de la production de clinker, ce qui veut dire qu'il existe une carrière. Tout à fait. Et une carrière, c'est on creuse, on enlève. Mais c'est le terre de quelqu'un. C'est ça. Et au niveau de Scan Togo, nous avons une stratégie de réhabilitation systématique de la carrière
et surtout de la zone qui est arrivée en fait d'exploitation. Donc systématiquement... C'est où ça, à Tablebo? Je n'ai pas encore vu de... À Tablebo et plus précisément à Sika-Kondi. Ah mais il faut qu'on aille voir. Pour arriver à atteindre cet objectif, Scan Togo a mis en place un site pépinière pour la production des jeunes plants. Et pour la production des jeunes plants, l'approche retenue est participative. Ce n'est pas que Scan Togo s'assoit dans son bureau pour dire que je vais planter telle espèce et telle espèce. Nous avons travaillé avec l'université de Lomé, avec l'Office de développement et d'exploitation des forêts, ODEF. Nous avons travaillé avec la direction préfectorale de l'environnement basée à Tablebo. Nous avons travaillé avec les populations pour identifier les espèces à cultiver au niveau de la pépinière. Et l'approche également, c'est de reboiser seulement la carrière, mais également faire promouvoir dans la zone l'agroforesterie, puisque nous avons défriché une superficie donnée, mais nous allons reboiser le double, soit 1250 hectares. Donc, ce qui veut dire que ça dépasse l'espace que couvre l'usine. D'accord, restauration de la carrière, formidable. Maintenant, l'impact sur l'homme, toutes les émissions que dégagent vos entreprises à Tablebo, ça se voit à 15 km de loin. Non, effectivement, par exemple, quand on reboise la carrière, nous allons redonner la terre fertile. Non, mais les polluants chimiques qui sortent de vos usines, ça, les arbres ne le captent pas. Non, tout d'abord, par exemple, au niveau de Scan Togo, nous avons tout un système de filtres qui retient les gaz et les débris et les rejette, par exemple, au niveau de notre four. Et tout ça, c'est mélangé avec le clinker. Mais quand même, à notre niveau, c'est l'espace, la superficie défrichée et que nous allons reconstituer et redonner ça à la population. Et la population participe effectivement à cette activité-là. Et l'agroforesterie dont nous parlons à 3 dimensions, dans un premier temps, c'est remédier à la coupe anarchique des arbres, non pas par Scan Togo, mais par la population pour la fabrication du charbon de bois, le bois de chauffe, et également l'agroforesterie, c'est pour lutter contre l'érosion, la dégradation des sols, et également la troisième dimension, c'est permettre aux paysans d'avoir une source additionnelle et qui va les faire intéresser, même s'ils ne sont pas là. Si je vous comprends, je vous coupe, mes excuses. Donc la responsabilité sociétale de ADBS Cement s'exécute que par la restauration des sols. Parce que là, vous ne me parlez que d'agroforesterie. Non, alors que ce que nous êtes, nous, c'est les régies industrielles, c'est l'impact sur la population. Ce sont ces populations qui ont envie de vous voir disparaître de leur sol, monsieur. Non, effectivement, au niveau de Scan Togo, il y a des mesures qui sont prises par rapport aux recommandations du rapport de l'étude d'impact environnemental. Donc, la gestion des eaux usées se fait dans les normes. Et le rejet dans la nature, puisque au niveau de Scan Togo, on a un bassin de décantation pour épurer les eaux usées avant leur rejet dans la nature. J'aimerais que le consultant puisse peut-être, pour nous permettre de mieux comprendre ici, nous parlons de la mobilisation citoyenne vers la COP21, et c'est bien de mettre l'accent sur ce que font aussi le privé, parce que le privé a un rôle important à jouer, acteur majeur, n'est-ce pas, dans les émissions. Alors, quel est le paquet de mesures sociales et environnementales que vous avez proposées, par exemple, à cette entreprise? Oui, d'abord, il faudra préciser une chose. L'environnement, c'est un peu plurivoque, où nous avons différentes composantes, l'air, l'eau, le sol, la faune, la flore, les hommes et puis les interactions. Donc ça, prioritairement, il faut le définir. Maintenant,
comme on est en train de parler du réchauffement climatique, donc cela montre que on parle des gaz à effet de serre qui ont un effet qui retiennent les rayonnements solaires et qui engendrent le réchauffement climatique sur une longue période pendant le changement climatique. Maintenant, par rapport à ce que M. Gomado vient de dire, c'est très clair. Les actions de Scan Togo sont identifiables sur plusieurs plans. D'accord? Donc, nous avons, au début de la carrière, il y a eu, on a enlevé le couvert végétal, donc on veut remettre en place, etc., pour reconstituer le puits de carbone, pour séquestrer le CO2. Maintenant, pour les émissions des gaz nocifs, des gaz à effet de serre, comme il a dit, le NOx, le CO2, au niveau de leur cheminée, il y a des filtres qui sont installés et qui retiennent ces émissions-là. Et l'usine s'est dotée d'instruments performants pour faire le relevé de ces émissions-là chaque mois. Et parce que l'usine est en partenariat avec des institutions internationales et donc elle se doit de respecter certaines normes. Et donc les mesures qui sont faites sont répertoriées. S'il y a des dépassements de seuil, donc des mesures correctives sont immédiatement apportées. Donc ça, c'est ce qui concerne les émissions. Maintenant, au niveau de l'utilisation de l'énergie, parce que vous savez, une usine, ça va utiliser du charbon, et les charbons, etc. Donc l'usine actuellement fait une étude pour voir s'il est possible d'utiliser des combustibles alternatifs pour éviter d'utiliser les combustibles fossiles. Donc on va bientôt voir des pneus usés qui peuvent être utilisés là-bas, des huiles usées qui sont récupérées, qui peuvent être utilisées. Le seul problème, c'est de voir si on commence à utiliser ces énergies, ces combustibles alternatifs. Est-ce qu'on en aura suffisamment pour faire tourner l'usine? Est-ce qu'il y a des filières qui sont organisées et qui permettent à ce que l'usine puisse continuer par tourner? Parce que ceux qui ont conçu cette usine-là ont conçu de façon à ce que ça puisse utiliser le charbon qu'on connaît et puis d'autres combustibles, etc. Je lui posais tout à l'heure ma question, je reviens, on va clore cette étape. Alors justement, c'est depuis les années indépendance que Adelbert est venu là, et c'est en octobre dernier, là ça fait juste un an à peu près, qu'on s'est rendu compte que, écoutez, eh bien, nous sommes en train de faire le business, et ce faisant, aussi nous causons un tort parfois irrémédiable à l'environnement. Pourquoi ça a pris autant de temps pour que Adelbert Cement ou Scan Togo puisse s'engager sur la voie de la production intelligente? Ah oui, c'est que il y a une évolution du corpus juridique sur l'environnement au Togo, même si le Togo fait partie des tout premiers pays à avoir le ministère de l'Environnement, loi cadre de l'environnement. Avec la loi cadre de 2008, la loi cadre sur l'environnement, où les études d'impact ont été rendues obligatoires pour toutes les nouvelles entreprises et puis les audits environnementaux pour les usines qui existaient au Togo bien avant cette date-là. Et donc Scan Togo fait partie des nouvelles unités qui ont été installées après l'entrée en vigueur de cette loi cadre. C'est pour ça que les études d'impact ont été faites. Maintenant, Heidelberg Cement, comme c'est une multinationale, elle a des normes au niveau du groupe qui sont appliquées un peu partout dans les pays. Et au Togo, à Simtogo qui existait avant la mise en œuvre, avant la loi cadre, a été obligé également de faire un audit en environnement pour corriger justement tout ce qui n'était pas conforme à la réglementation. Donc le sentiment des citoyens, c'est un sentiment partagé, que les usines polluent beaucoup plus, etc. Mais elles ne payent rien, il n'y a rien qui arrive aux populations, les gens tapent les beaux, ne sont pas très contents. Voilà, le format de cette émission ne permet pas de revenir sur tout ce qui a été fait à et nous ne voulons pas non plus évoquer les derniers événements non plus. Tout à fait. Non, strictement pour ce qui concerne Scan Togo, parce qu'on a eu des retours où les populations étaient vraiment satisfaites de ce qui a été fait. Et vous avez même, pas longtemps, il y a une semaine, moi j'écoutais sur une radio où un élu de la République qui citait Scan Togo, un exemple. Un élu, c'est pas compliqué à comprendre. Oui, non, il a envie de répondre sur la question là. Des citoyens qui estiment que vous venez tout payer, vous ne laissez rien. Non, d'accord, mais c'est pour cela que le groupe Heidelberg Cement a créé
la fondation accompagne les communautés locales dans leur processus de développement. Le vendredi 27 novembre prochain, on va inaugurer un centre d'entrepreneuriat que la fondation a construit pour accompagner les groupements dans leur processus d'évolution vers une entreprise agricole en tant que telle. Et nous avons installé, par exemple, dans 5 villages, des kiosques solaires pour la promotion de l'utilisation du panneau solaire et autres là. Nous avons donné de l'eau potable à 5 villages, mais nous continuons. Et déjà, pour 2016, nous avons encore voté un budget de plus de 250 millions. Nous remercions le représentant de Adalbert Semen, n'est-ce pas, sur les efforts que font les entreprises privées, notamment Scan Togo, dans la réduction de ces émissions, mais aussi dans la prise en compte de ces impacts négatifs et sur l'homme et sur l'environnement. Quels sont vous-même en tant qu'acteur qui lisez bien tout ce qui se passe, est-ce que vous avez confiance en ces négociateurs qui se trouveront à Paris? Entendu que depuis 1995, où le protocole de Kyoto est mis en vigueur, ou depuis 1992, où les conventions ont été élaborées, on n'a rien vu. Est-ce que vous avez confiance en tant que citoyenne? Moi, ce que j'attendrais vraiment de la COP21, c'est cet échange d'idées, cette fourmilière qu'il y a au niveau des innovations qui peuvent être menées sur tous les fronts pour l'adaptation, mais aussi la mitigation du réchauffement climatique et des émissions de carbone. Mais j'attends pas vraiment quelque chose des officiels. C'est plutôt de la base que viendra le changement. Peut-être la partie, la foire aux solutions à Paris, peut-être on pourra avoir, comme vous dites, une fourmilière, n'est-ce pas, d'idées, de solutions, etc. Peut-être ça peut être... si vous allez à Paris, c'est là où vous irez sans doute. Oh, moi, je serai à Dapaon. Vous serez à Dapaon. Voilà, bonne COP à Dapaon. Voilà, apiculture, environnement, humanité. Vous n'irez pas à Paris, non? Non, je n'irai pas à Paris. Heureusement, ça vous fait moins d'émissions. Justement. Mais quand même, est-ce que vous placez des attentes dans cette COP, Oui, en fait, il faut reconnaître que c'est des actions qui vont amener l'humanité à se dire qu'il y a quelque chose et à comprendre leur action dans le processus. En fait, je voudrais dire juste dans tout ceci que c'est un processus. Mais il faut que, au niveau de la COP 21, au niveau de la tête de la conférence qui va se dérouler, que la base soit vraiment impliquée dans ce processus. Hélas, la marche mondiale a été annulée, mais Noël et les fêtes de fin d'année, ça c'est maintenu, hein, c'est pas... Hein? Mais la marche n'aura pas lieu, donc la base... Bon. N'est pas aussi... Tellement... Non, la mobilisation citoyenne ne pourra plus avoir lieu, malheureusement. Mais pourtant, il faut quand même qu'à un moment donné, qu'ils s'arrêtent pour réfléchir. Sans cela, j'imagine ce que cela va donner si la base vraiment n'est pas impliquée. C'est là où moi, mon doute se situe. Voilà. C'est bien. Les privés seront présents aussi. Hein. Ils s'annoncent déjà beaucoup. Hein. D'ailleurs, on craint même que cette COP ne soit pas une COP industrielle rachetée par EDF, Gaz de France, Suez et tout ça. Adalbert, vous n'y serez pas, non? Bon, je ne sais pas. Bon, si au haut niveau, nous serons représentés puisque nous sommes dans plus de 40 pays à travers le monde et plus de 1000 carrières à travers le monde. J'espère que bon, on va aller. Mais je crois, moi personnellement, je crois à cette conférence. Je crois qu'il y aura un sursaut mondial pour qu'on puisse à chaque niveau des institutions amener les uns et les autres à comprendre que la nature a besoin de nous, et les résultats qui vont sortir de cette conférence, nous ne devons pas prendre ça comme les résultats des grandes institutions, mais si au niveau local nous prenons et nous agissons, je crois que c'est ça que nous amènera à avoir un résultat. Merci. Vous avez écouté les enfants, ils se disent que, il semble que ceux qui sont responsables, ils veulent mettre la charge de la lutte contre le problème sur nous autres les pauvres.
Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Oui, je partage parfaitement ce sentiment et je crois que mon opinion rejoint ma copanéliste. Je n'attends pas non plus grand-chose de cette COP 21, pas grand-chose. Nous qui sommes des prestataires de services sur le terrain, nous avons besoin énormément de technologies pour aider nos clients à améliorer, à maîtriser leurs émissions, à gérer leurs déchets, etc. Et lutter contre les changements climatiques, ce n'est pas que fixer des cibles, des objectifs à atteindre, mais c'est également se donner les moyens de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et je ne vois pas très bien le Togo revenir de cette COP avec dans sa valise des moyens conséquents pour que la technologie soit mise en branle, etc., vulgarisée chez nous pour qu'on protège notre environnement. Par contre, je crois que au niveau local, au niveau individuel, nous avons des attitudes à adopter pour protéger notre climat parce que le changement climatique, nous sommes les premiers à payer les prix forts. Donc, je n'attends rien de cette COP-là, mais on ne doit pas pour autant baisser les bras sur le plan national, sur le plan local, pour aider à l'amélioration. C'est la voie des citoyens d'Apaon et Paris, ça fait une sacrée distance. Mais pourtant, vous, je peux imaginer, vous ne serez pas à Paris, vous serez à Dapaon aussi. Ah ouais, je serai à Dapaon, bien sûr. Bon, est-ce que vous avez un message à envoyer à Paris? Oui, bon. On le transmettra à l'ambassadeur de France pour vous. Oui, bien sûr. Bon, je voulais dire que, en fait, moi également, je n'attends pas vraiment grand-chose de cette COP 21. Je voulais dire que, bon, nous sommes victimes des effets du changement climatique, mais nous ne sommes pas en partie responsables. C'est ce que je voulais dire. Et ces usines, je ne sais pas, dans ces pays développés, ils sont en partie responsables. Et celles qui sont aussi ici, hein? Oui, bon, oui. En tout cas, c'est ça. Mais au niveau agricole, nous essaierons quand même, dans la mesure du possible, de continuer à vulgariser les pratiques agroécologiques. Nous savons que ça ne peut pas résoudre grand-chose, puisque l'agriculture ne peut pas consommer tout le CO2, bon, disons, rejeté dans la nature et tout ça là. Mais on fera quand même, dans la mesure du possible, ce que nous pouvons faire. Mais ce que nous espérons, c'est qu'il y ait plus de soutien financier de nos pays vraiment sous-développés pour soutenir les projets de l'agroécologie dans le monde. Vivement que les 100 milliards viennent. Eh bien, donc, malgré ces quelques sentiments de citoyens qui sont exprimés, eh bien, il y a des acteurs quand même au Togo qui ont mené beaucoup d'activités. Il y en a d'ailleurs une batterie d'activités vers la COP. On va laisser certaines structures pouvoir s'exprimer ici, qui ont suivi cette émission, pour nous dire ce qu'elles font concrètement pour préparer la COP, mais aussi pour mobiliser davantage de citoyens. Action 2015, c'est une coalition qui rassemble plusieurs associations. Nous avons mené plusieurs actions dans la caravane nationale, un tournoi de foot organisé pour pouvoir sensibiliser la population jeune. Nous avons organisé des conférences, des ateliers pour pouvoir consulter les jeunes par rapport aux thématiques de changement climatique, par rapport à l'adaptation, pour voir en quelque sorte quelle est la participation des jeunes par rapport à cette COP qui se tiendra à Paris. Donc nous avons fait aussi un lobbying par rapport aux questions qui nous tiennent à cœur pour mettre en phase les jeunes par rapport aux dirigeants de notre pays, par rapport à notre contribution nationale que nous avons donnée à Paris le mois surpassé, je pense. Merci. Comme je représente le RENAT, le 30 organismes agroécologie, mais je présente aussi le HAVAS, qui est 42 millions de personnes ici dans le monde entier, qui a appelé à une marche pour le climat, pour le changement de climat, le 29 novembre. Et nous allons le faire à partir de la mairie, à 15h dimanche, le 29 novembre. Et je voulais juste dire que c'est vrai, nous avons besoin chacun de faire quelque chose. Juste regarder dans les rues de Lomé et voir comment chaque homme et femme est en train de polluer notre terre. Si on ne change pas déjà dans nos rues et dans notre mentalité, on ne va pas pouvoir demander aux grands chefs
des pays de changer notre terre. Alors, agissons nous-mêmes, parce que notre maman terre, elle est très malade, et il vaut mieux qu'on fasse quelque chose pour que notre maman, elle regagne la santé. Et la seule façon qu'on peut regagner la santé, c'est en faisant quelque chose pour qu'elle regagne la santé, nettoyer les quartiers, les villes, le pays, et reboiser et faire quelque chose pour la nature pour que ça puisse subsister. Merci. Tout à fait, en espérant que justement ceux qui ont tué la terre puissent payer le prix. Au-Viva mène une grande campagne en milieu rural pour l'éveil de conscience des populations par rapport au changement climatique et l'urgence des actions idoines à mettre en œuvre pour limiter l'action de l'homme par rapport à la dégradation de l'environnement. Donc c'est ainsi que les communautés elles-mêmes produisent en milieu rural, au niveau village, des plans de reboisement et font des reboisements, font la restauration des forêts sacrées. Et maintenant, au niveau aussi de la limitation du déboisement, on vulgarise les foyers améliorés, on vulgarise aussi les meules de carbonisation améliorées pour limiter le déboisement. On fait la vulgarisation du gaz en milieu urbain, donc pour limiter aussi la consommation du charbon et du bois qui nécessite le déboisement de grands espaces en milieu rural. Ok, oui, ETD, dites-nous quelles sont vos attentes ou comment ETD prépare Paris? Comment ETD prépare Paris, ce serait trop prétentieux, mais en même temps, chacun y apporte sa contribution. Et je voulais faire mienne cette pensée du Dalai Lama qui disait que si vous avez l'impression d'être trop petit pour faire changer les choses, dormez avec un moustique et vous verrez qui empêche l'autre de dormir. C'est pour dire quoi? Effectivement, ceux qui sont responsables de ces effets, ces émissions de gaz à effet de serre, ils doivent rembourser, ils doivent mettre toutes les dispositions qui s'imposent pour pouvoir corriger la chose, mais en même temps, nous apportons aussi notre contribution. On attend vivement à Paris, que ça ne soit pas que des engagements qui restent juste sur des recommandations, mais qu'au-delà de ce qu'on a observé au lendemain du sommet de Rio et autres, que véritablement chaque pays et chaque continent puisse s'engager véritablement pour la lutte contre le changement climatique. Merci. Chaque fois nous parlons des émissions de gaz à effet de serre. D'abord, il faut savoir ce qu'on émet pour pouvoir en réduire. Donc, Vision Solidaire est là avec sa guide méthodologique de la réalisation d'un bilan de gaz à effet de serre. Donc, notre guide-là permettra à tout un chacun de pouvoir évaluer son bilan de gaz à effet de serre et savoir comment réaménager pour pouvoir réduire. Donc, c'est pourquoi nous sommes là. Voilà. Donc, Vision Solidaire dispose maintenant d'un guide méthodologique pour réaliser son bilan de gaz à effet de serre. Voilà. Tout le monde peut savoir combien il dégage de CO2 chaque jour, voilà, n'est-ce pas? Ouais. Même si c'est la pâte recyclée d'hier, même si c'est... Voilà, donc il y a actuellement un guide méthodologique pour toute entreprise, toute personne, toute institution qui veut mesurer son impact, son empreinte carbone. Merci. Merci. Notre programme s'appelle RET, et réhabilitation des forêts au Togo. Le programme est financé par le Fonds Énergie et Climat et a une durée de 5 ans. Ça veut dire que le programme a commencé en 2014 et s'éteint jusqu'à 2019. Nous avons 4 composantes dans ce programme. La première composante, c'est la composante institutionnelle. La deuxième, c'est l'inventaire forestier ici au Togo. C'est le premier inventaire forestier national ici au Togo. Le troisième, c'est gestion durable des forêts. Et le quatrième, c'est question de titre foncier. En ce moment, nous sommes en train d'exécuter le premier inventaire forestier ici en Togo avec 3 équipes. Nous avons pour ça à peu près 1000 placettes. Et les 1000 placettes sont des placettes permanentes. Ça veut dire en 2019, le staff de MERV et d'autres collaborateurs bien formés seront aussi sur le terrain encore pour faire un deuxième
inventaire national, mais ce n'est pas seulement un inventaire forestier dans le sens conservatif, c'est aussi un inventaire de stock de carbone. Et ça, c'est la relation avec le RED. On va bien déterminer le stock de carbone avec cet inventaire et aussi comparer les données avec les nouveaux données en 2019. Et si on a pu augmenter le stock de carbone avec les 4 composantes en collaboration avec le MERF et nos partenaires des sociétés civiles, on peut entrer dans les négociations pour des compensations de pays du Nord pour capter le CO2 ici au Togo. Donc si je comprends, grâce à votre programme, on pourra avoir un peu plus d'argent, un peu de capital, c'est ça? Je dirais d'abord il faut donner des preuves et après on parle sur l'argent parce que je ne veux pas faire de promesses et je n'ose pas dire on aura de l'argent. Il faut d'abord voir est-ce que le stock de carbone est augmenté ou non. Et si on a les preuves claires, après on peut discuter. Mais sur une période de 5 ans, c'est difficile de donner des promesses. Et pour moi, RED, c'est aussi une gestion durable des forêts. Pour nous, d'abord, il s'agit de gestion durable des forêts, mais c'est quand même un excellent outil aussi pour avoir de compensation. Eh bien, vous avez tout suivi. L'émission Terre à Terre aujourd'hui est revenue sur la mobilisation citoyenne vers Paris, mais aussi parler un peu des actes que posent les acteurs différents, que ce soit les acteurs de la société civile, les acteurs du privé, mais aussi des partenaires techniques financiers, notamment GIZ et d'autres acteurs citoyens ici rassemblés. Donc nous disons quand même merci beaucoup à l'ambassade de France, mais aussi au service de coopération et d'action culturelle de la France et à l'Institut français qui ont bien voulu donc nous offrir cette opportunité de donner la parole aux citoyens. Nous avons commencé avec la barbarie humaine du 13 novembre. Et bien comme l'a dit l'autre, l'action est l'antidote du désespoir. Nous n'allons pas mourir comme des stupides, comme disait Martin Luther, mais tous ensemble, avec les petits gestes que nous posons, eh bien nous pouvons soit renforcer notre résilience, nous pouvons soit tirer même avantage, pourquoi pas, de tout ce débat autour du changement climatique. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. C'est la fin donc de cette émission spéciale. Monsieur Kodar Fofo, est-ce que vous pensez qu'un accord est possible à Paris? Je pense que c'est une question de responsabilité et de volonté. Et la volonté est déjà engagée et je suis persuadé qu'il y a un accord qui va sortir. D'ailleurs, déjà bien avant même le début de cette COP, il y a eu beaucoup de rencontres entre les délégations officielles pour pouvoir véritablement faire sortir des mécanismes qui vont permettre de pouvoir sauver cette planète. Mademoiselle Nelly, un accord est possible à Paris? Je pense qu'on a écouté plein de discours lors de l'ouverture, des discours ambitieux, et on sent avec tout ce qui se passe qu'il y a aussi une autre volonté de quand même suivre avec les actions, les discours qui ont été annoncés. On n'a pas encore eu le premier accord, je n'ai pas encore eu l'opportunité de lire, mais je sens qu'avec tout ce qui a été fait, il pourrait y avoir un accord, pas avec la totalité des attentes qu'on a escomptées, mais quand même on pourra avoir quelque chose, mais pas complètement un vide, quoi. Voilà un optimisme mesuré de la part de Nelly. Merci donc d'avoir été dans cette émission. Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour une autre émission. Pour l'instant, continuez à faire tout ce que vous pouvez pour sauver la planète. Oui, il semble qu'on peut. C'est pour ça que nous sommes à Paris. Terre à Terre vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir et ciao, ciao. Bye bye.